Bonjour à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Aurore Francel. Bonjour Aurore. Bonjour Maya. Je suis ravie de vous recevoir, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va aborder avec Aurore comment est-ce qu'elle a créé son cabinet, quelle est sa spécialité, qui sont ses clients, comme toujours sur l'avocat entrepreneur. Aurore, vous exercez depuis maintenant 15 ans la profession d'avocat. Vous avez fondé Adonis Avocat en avril 2016 avec Maître Jennifer Baranès. Vous êtes associées toutes les deux. Vous avez commencé donc à 2 et aujourd'hui vous êtes 6. Donc avec 2 associés, vous 2, 3 collaborateurs plus une assistante. Vous répondez à toutes les problématiques du droit immobilier, notamment vous accompagnez vos clients sur la copropriété, la construction, les baux d'habitation et les baux commerciaux. Les valeurs de votre cabinet, parce qu'on va en reparler après et ça me semble important de les énumérer, c'est votre réactivité, votre efficacité, votre technicité, votre disponibilité et votre créativité. Exactement. Bon, belle présentation, merci Maya. Merci. J'ai fait en sorte que ce soit bien fait. Peut-être petite question pour commencer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocate ? Alors, j'ai toujours voulu être avocate. Ça a été une vocation. Je ne sais pas pourquoi. Alors, enfin, si je sais un petit peu, mais mes parents sont pas avocats. Personne dans la famille D'accord. n'exerçait de métier de droit quelconque. J'ai décidé comme ça. Enfin, c'était une vocation. Depuis petite, j'ai envie de défendre un peu la veuve et l'orphelin. C'est beau. Voilà. Et donc, effectivement, je me suis tout naturellement orientée vers ce métier. J'ai fait des stages aussi très très tôt parce que je voulais m'assurer que ça correspondait bien, parce qu'entre ce qu'on voit dans les films et les séries, c'est vrai, et la réalité du métier, c'est tout à fait différent. Et pour autant, quand j'ai fait mes stages, c'était vraiment une révélation. Je me suis dit qu'effectivement, vous avez tout de suite adoré. Exactement. Ouais, est-ce que vous avez eu la chance aussi peut-être de tomber sur des personnes qui vous ont bien formé ? On va y revenir sur votre parcours, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressort chez vos confrères quand on a la chance d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui nous donnent goût au métier. C'est là aussi où ça se passe bien. Exactement. Il faut être bien formé, et c'est vrai que pour les jeunes qui nous écoutent, collaborateurs ou même stagiaires et futurs du coup collaborateurs, c'est important de trouver un cabinet où on est bien formé, parce que du coup ça fait toute toute notre carrière, ça nous accompagne toute notre carrière, cette compétence qui est si précieuse. Oui, aujourd'hui vous avez des collaborateurs, vous, dans votre cabinet, mais on va revenir un petit peu en arrière. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours académique ? Comment ça s'est passé jusqu'à votre association aujourd'hui, la fondation de Adonis Avocat ? Un master 2 professionnel en contentieux interne et international et un autre master 2 en droit des obligations civiles et commerciales, tous les deux faits à Paris 5. Ok, et ensuite vos premières expériences professionnelles, peut-être les plus importantes qui vous ont amené jusqu'à la création de votre cabinet. Vous étiez collaboratrice quand vous avez décidé de fonder Adonis Avocat ? Exactement. J'étais collaboratrice pendant 8 ans parce que moi, je trouvais que c'était important, toujours la problématique de la formation, de bien être formé avant de s'installer. Parce que même si j'avais fait de nombreux stages pendant tout mon parcours d'étudiante, j'avais pas, je me sentais pas en tout cas de m'installer, et je trouvais que j'avais pas justement les compétences et qu'il fallait que je continue de me former avant de m'installer. C'est pour ça que voilà, j'étais effectivement collaboratrice dans 3 cabinets différents pendant 8 ans. J'ai fait successivement 3 cabinets et qui étaient spécialisés en immobilier. Et donc, je suis un peu tombée dans l'immobilier, alors pas tout à fait par hasard, parce que j'ai quand même une certaine appétence pour le monde de l'immobilier. J'ai toujours aimé la belle pierre, voilà, tout ce qui était vente d'appartements. Et puis à Paris, on en a des très beaux en plus. Évidemment. Exactement, une très belle ville qui est Paris. Et donc, voilà, j'avais déjà cette appétence, et en fait, je me suis spécialisée véritablement quand je suis entrée dans mon premier cabinet qui faisait de l'immobilier. Et est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez devenir indépendante, fonder votre propre cabinet, ou est-ce que c'est justement au bout de ces 3 cabinets différents vous vous êtes dit c'est peut-être pas fait pour moi de rester, de monter en interne dans un cabinet, mais de fonder mon propre... Non, j'ai toujours voulu fonder mon cabinet. Ouais. J'ai toujours eu cette optique-là. Donc voilà, je me suis formée dans ces cabinets. Une fois que je me suis sentie prête, suffisamment aguerrie. J'ai fondé mon cabinet. Donc j'ai quand même attendu 8 ans, ce qui est pas mal. J'étais très très bien formée très longtemps.
Et voilà, en avril 2016, j'ai fondé le cabinet Adonis Avocat avec Jennifer Baranès. Et c'était une amie à vous? C'est le professionnel qui vous a... Alors, Enfin, je suppose que c'était le professionnel, mais comment vous avez décidé de vous associer toutes les deux? Alors, c'est devenu une amie. Oui. Dans le dernier cabinet où on a travaillé ensemble, on était co-bureau. D'accord. Partageait un même bureau et on avait une envie toutes les deux de fonder un cabinet. Et en août 2015, Jennifer est arrivée, c'est souvent après les vacances. Il y a toujours un petit truc après les vacances. C'est vrai, l'été indien. Voilà, elle revient de ses vacances du mois d'août 2015, elle me dit ça y est, là, il faut qu'on monte le cabinet, on est prêtes toutes les deux, on s'entend hyper bien. Jennifer, c'est quelqu'un d'extrêmement compétente. Et elle me dit, voilà, maintenant, il faut qu'on se lance, on ne va pas attendre non plus encore des années. Et donc on a structuré un peu le cabinet. Donc on l'a pas monté tout de suite, on est resté collaboratrice, on a monté au parallèle. Fallait trouver un nom, il fallait trouver des bureaux, une équipe, etc. Enfin, du coup c'était plusieurs mois de travail pour qu'on puisse créer Adonis, qui est sorti en avril 2016. Et vous avez commencé à 2, et comment est-ce que vous êtes passé de 2 à 6? Ça s'est fait progressivement, je suppose, mais est-ce que vous pouvez nous raconter cette évolution, finalement, cette croissance du cabinet, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est fait progressivement, oui et non, parce que j'ai eu toujours... En fait, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, parce qu'au début, on a toujours peur d'embaucher. C'est toujours... voilà. J'avais cette peur d'embaucher. Moi, quand j'ai créé le cabinet avec Jennifer, on avait 0 client. Ah, vous êtes partie avec 0 client? On n'avait pas de clients. On a ouvert le cabinet. Les gens nous disaient qu'on était complètement folles. Sur Paris, en plus, il y a beaucoup de concurrence. Surtout, ouais. C'est vrai. Sur Paris, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de confrères qui font notre spécialité. Bon, moi, ça ne m'a pas arrêtée. Je me suis dit, si on est compétente, c'était peut-être de la naïveté, je ne sais pas. Et je me suis dit, ça fonctionnerait. Et d'où les valeurs dont vous parliez tout à l'heure. Oui, en train d'y penser, là, quand vous me parlez de ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que souvent, les clients, moi, quand j'étais collaboratrice, je voyais que les clients n'étaient pas satisfaits. Ils nous disaient, on parle avec l'associé, on le voit une fois, il disparaît. Après, on n'a plus de nouvelles de notre dossier pendant des mois. On a beau relancer, on n'a pas de réponse. On essaye de joindre l'avocat, personne ne nous rappelle. Ou c'est sa collaboratrice ou son collaborateur. Et puis en plus, on paye des honoraires importants et on ne sait pas où va le dossier, ça nous inquiète. Et puis des fois, c'est un peu opaque sur les honoraires aussi. Il y a un manque de transparence. Oui, c'est pas forcément un manque de transparence, mais c'est vrai que les clients n'arrivent pas forcément à suivre nos diligences. Et après, on leur donne la facture à la fin et ils sont un peu... ils disent, vous avez autant travaillé, oui, mais c'est vrai que... Voilà, donc il y a peut-être, à mon sens, c'était un petit problème de communication. Et donc, c'est vrai que quand on a monté Adonis, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on renouvelle ces écueils, il fallait qu'on prenne justement, d'où nos valeurs, les valeurs que vous avez listées tout à l'heure, d'efficacité, de technicité, de compétence, de créativité, mais aussi de disponibilité. Puisque nous on s'est dit qu'il fallait que le client, quand il arrive chez Adonis, il soit avec Maître Francel ou Maître Baranès. Et nous on suit les dossiers, c'est pour ça aussi qu'on veut pas non plus trop se développer, parce que je veux rester quand même un cabinet à taille humaine, parce qu'après je pourrais plus suivre les dossiers d'aussi près. Je le fais actuellement. Donc j'ai effectivement beaucoup de travail, mais tous mes dossiers, c'est moi qui les traite avec mes collaboratrices. Je les connais par cœur. Les clients, quand ils appellent, c'est moi qu'ils ont au téléphone, c'est moi qui me déplace aux réunions d'expertise, par exemple. Donc c'est vrai que et les clients du coup sont très satisfaits de ça, et c'est pour ça qu'ils viennent au cabinet, et il y a un bouche à oreille en fait qui s'est créé très vite autour du cabinet. Donc pour en revenir au développement et au recrutement, moi, pendant plusieurs années, j'ai eu très peur de recruter parce que j'avais énormément de travail, on était débordés, donc parfois je sous-traitais. C'est ce que j'avais trouvé comme solution en fait pour pallier à cette surcharge de travail. Mais Jennifer me disait, il faut vraiment qu'on recrute, on ne peut plus faire passer des sous-traitances comme ça, il faut qu'on recrute. Et moi, ça me faisait vraiment terriblement peur. Le Covid est arrivé. Tout était à l'arrêt. Moi, j'ai remis mes dossiers à plat, donc je me suis dit, en fait, je n'ai pas besoin de collaborateurs, tout va bien.
Et puis septembre 2020, c'est reparti comme au début. Et là, j'ai décidé d'embaucher. Qu'est-ce qui vous faisait peur? C'était justement le fait de ne plus pouvoir avoir un œil sur vos dossiers ou... Non, parce que j'ai toujours l'œil sur mes dossiers. Il n'y a rien qui part sans que j'ai validé. Je relis tout. Parce que je suis un peu pointilleuse. Les avocats sont connus pour l'être. Non, je voulais pas. J'avais peur de recruter parce que je me disais que c'était une charge financière importante et que je savais pas si j'avais peur de pas être en mesure de l'absorber, de pas avoir suffisamment aussi de travail pour le collaborateur ou la collaboratrice qui rejoindrait le cabinet. Donc je me disais, si je paye quelqu'un et que il est occupé 3/5 ou 4/5 du temps, ça vaut pas pas terrible, le coup. voilà. Donc je peux essayer de me débrouiller toute seule. Et en fait, ce que j'avais pas compris, l'erreur que j'ai faite, je pense à cette époque, c'est que en fait, un collaborateur, c'est une vraie plus-value pour le cabinet. C'est-à-dire que on a une réactivité aujourd'hui qui est très importante parce que justement, on a mis les moyens humains pour pouvoir traiter les dossiers de manière la plus réactive possible. Après, chaque dossier, ça prend du temps. Oui, surtout si vous relisez derrière. Voilà. mais voilà, et donc à partir du moment où j'ai recruté très vite, je ne me suis plus arrêtée en fait. Ah oui. J'ai mis du coup beaucoup de temps à recruter mon premier collaborateur, enfin du coup ma première collaboratrice. Et après, tous les 6 mois, 8 mois, j'embauche. Voilà. Et donc là, on est encore dans une... Vous êtes dans une dynamique d'embauche encore ? Exactement, oui. Après, c'est pas évident de trouver des collaborateurs. Ah oui. Oui, il y a le marché du travail. Alors, je sais pas si c'est un peu saturé ou si, voilà, on a des difficultés et tous les confrères nous le disent que c'est compliqué d'embaucher aujourd'hui des collaborateurs. On en trouve moins. Bon, moi, à chaque fois, j'ai voulu recruter, j'ai mis un petit peu de temps, mais globalement, j'ai quand même trouvé assez rapidement. Et c'est vrai que maintenant, mes collaboratrices, elles sont là depuis un petit moment. Donc, la plus ancienne est là depuis 3 ans et celle qu'on a embauchée, donc ça fait presque 1 an, janvier. Donc là, il faut qu'on recrute encore une nouvelle collaboratrice ou un nouveau collaborateur. Et ce sera quand pour vous la taille un peu critique, justement, où vous n'aurez plus la possibilité de repasser avec votre associé sur les dossiers, parce que peut-être que vous allez ouvrir l'association à terme. Oui, on aimerait bien ouvrir l'association, bien sûr, que nos collaboratrices qui sont là puissent passer au statut d'associé, si elles le souhaitent, évidemment. Ça sera une discussion qu'on aura avec elles, mais j'aurais déjà un petit peu parlé pour savoir justement où est-ce qu'elles se positionnaient. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas forcément si on veut s'associer, si on veut rester collaborateur, si on crée son propre cabinet. Donc voilà, c'est vrai que c'est un point important pour nous d'ouvrir à l'association de nos collaboratrices. Et peut-être nos futurs collaborateurs. Pour l'instant, il n'y a que des femmes au cabinet. On adore. On ouvre, bien sûr, à l'association nos collaborateurs et collaboratrices. La taille critique, après, pour répondre à cette question, je ne sais pas. En fait, je fais petit à petit, j'embauche. Et puis, le moment où je verrai que là, je ne peux plus, on n'embauchera plus, on s'arrêtera là. Et on pourra, éventuellement, on refusera des dossiers si la taille ne permet plus de prendre des dossiers, parce qu'on veut toujours respecter les valeurs du début, c'est-à-dire la compétence et la réactivité. C'est des points vraiment importants pour nous. Donc, on sera obligé de refuser des dossiers à un moment donné, certainement. Pour l'instant, on n'en est pas là encore. Ok. Mais vous avez vraiment cette casquette du entrepreneur, entre guillemets. C'est-à-dire, on voit au jour le jour comment notre entreprise grossit, comment elle croît, comment est-ce qu'on s'adapte en fait en face. On n'apprend pas, je pense, à devenir entrepreneur. Je pense qu'on le sait par soi-même dès le départ ou non d'ailleurs. En ce qui concerne le management, qu'on ne vous apprend pas en école d'avocat, après on va passer sur la partie business développement. Vous apprenez à manager tous les jours à votre sens ? Comment est-ce que vous êtes formé ? Alors, je ne me suis pas formée. Et ça, c'est un vrai sujet, le management, parce que je pense qu'à l'école d'avocat, on devrait avoir des cours de management, parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Dans votre carrière, forcément. Exactement. À un moment donné, on en a besoin. Et donc, c'est vrai que c'est un point important, le management. Non, moi, j'ai pris à un moment donné une coach pour m'aider, en fait, sur des petits sujets, savoir comment gérer, comment
même parler aux collaborateurs, comment trouver les mots pour que tout passe sans que ça soit mal pris. Enfin, vraiment, il faut avoir cette fibre. C'est délicat. C'est très délicat et c'est vraiment pas évident. Moi, j'essaye au maximum. Ce que je leur dis tout le temps, c'est communication. Il faut qu'on communique, il faut parler. S'il y a des sujets, on les évoque. Voilà, donc j'apprends jour après jour. Je me forme toute seule ou avec cette coach qui m'a aidée au début, en tout cas. Voilà, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il faudrait que dans l'école du barreau, on ait ces cours-là. Tout à fait. À plus forte raison qu'une de vos consoeurs disait, en fait, on est profession libérale. Donc, c'est encore plus difficile à manager parce qu'il y a cette notion un petit peu de liberté par la profession libérale et qui nous est très chère, cette liberté. Oui, bien sûr. Mais oui, effectivement, d'autant plus, évidemment. Plus qu'un salarié, on va dire, classique où il sait qu'il va y avoir une hiérarchie, un management, peut-être plus de proximité, mais je pense que c'est un équilibre à trouver, du moins chez la profession d'avocat, qui n'est pas toujours facile. Ouais. On a parlé de votre cabinet, de vos collaborateurs, de votre associé. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez évoqué le fait que vous aviez une grosse quantité de dossiers qui étaient arrivés et que du coup, s'était posé la question du recrutement. Comment ces dossiers sont arrivés, puisque vous nous avez dit aussi que vous aviez débuté partant de zéro. Comment vous avez trouvé vos premiers clients? Comment vous avez fait? Et voilà, question un peu large, business, développement. Oui. Et j'ai plein de réponses à vous apporter à ça, parce qu'on on a mis en place plein de choses. Alors, j'essaierai je ne sais pas si je serai exhaustive, mais en tout cas, je vais essayer d'y répondre de manière le plus précise possible. Alors, au début, ça se fait un peu avec le cercle très proche. D'accord. C'est-à-dire que quand on s'installe, y a la famille, les amis qui pensent à vous. Parce que jusqu'à présent, j'étais que collaboratrice. Dans l'esprit des gens, je n'étais pas réellement avocate. Oui. Donc, quand j'ai posé ma plaque, là, on se dit, en fait, elle est avocate. Oui, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, effectivement, à ce moment-là, là, il y a eu un petit flux de dossiers par la première sphère, la bouche à oreille, la recommandation naturelle. C'est ça. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est développé par le bouche à oreille. Les proches en ont parlé à leurs amis, les amis d'amis, etc., les parents, ça s'est développé comme ça. Après, parallèlement à ça, on faisait aussi pas mal de salons. On allait sur le salon de l'immobilier, de la copropriété, on allait à la rencontre des fournisseurs, des prescripteurs. Vous alliez leur parler, présenter ce que vous faisiez. Et ça a été pour moi, heureusement je le fais plus aujourd'hui, ça a été je me suis vraiment, c'était vraiment pas évident. Ah oui, c'est pas un exercice sur facile. Un salon, c'est pas du tout facile, les gens nous attendent pas, et puis je trouvais que la démarche était un peu particulière, c'est-à-dire que moi je me disais, c'est comme si un médecin venait me voir dans la rue en me disant, est-ce que vous avez besoin d'un cardiologue? Est-ce que vous êtes malade? Donc c'est vrai que vu comme ça. Voilà. Donc j'étais vraiment pas à l'aise avec ça, je venais avec mes cartes de visite. Bon, voilà, j'en ai distribué quelques-unes, mais c'était pas, je me sentais pas ni à l'aise ni légitime, j'étais un peu gênée. Mais je faisais ça quand même aussi pour développer. Ça a marché? Pas plus que ça. Je suis pas, voilà. Au moins, vous êtes sortie de votre zone de confort. Voilà. Oui, voilà. Ce que je me dis quand même. Et je pensais que pour moi, c'était important parce que, comme je le disais au début, j'avais pas de clients. Mais oui. Donc, à un moment donné, voilà, j'avais un loyer à payer par rapport au bureau, j'avais un crédit à titre personnel. Enfin bon, il fallait quand même puis démarcher. Ça faisait partie. Alors, l'aspect commercial, pareil, l'école du barreau ne nous apprend pas, parce qu'il y a aussi cet aspect commercial-là, où voilà, c'est pas du tout notre corps de métier. On fait ça, mais bon, donc les salons, c'était pas hyper. Mais bon, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai distribué quelques cartes, je repartais en me disant que le travail était fait, mais bon, bien conscience que c'était pas hyper. Après, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est que j'ai fait un réseau. Tout de suite, je me suis mise dans un réseau. Alors, il y a différents types de réseaux. Type BNI. Exactement. Ça, oui. Pour ma part, c'était le BNI.
Donc il y a 8 ans, j'ai commencé il y a 8 ans. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a permis de trouver des nouveaux clients et d'avoir ça a des nouveaux fonctionné. dossiers. Ouais. J'ai des retours assez divers et variés sur les BNI. Eh ben oui, je sais. Alors BNI ou autre, c'est la même chose. De toute façon, les réseaux comprennent BNI, protéines. Enfin, il y en a plein d'autres. Après, ils conviennent ces réseaux ou pas. Après, je pense que c'est pareil. C'est toujours c'est lié soit à notre profession, soit. Enfin, voilà. Ça dépend de la spécialité. Ça dépend de la Puis il y a des BNI qui sont moins bien que d'autres, je pense aussi. Exactement. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des gros clients grâce au BNI. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? Non. Et puis après, c'était le bouche à oreille. Et ça a fonctionné comme ça. Et à un moment donné, comme j'avais fait très rapidement d'ailleurs, j'ai réussi à avoir une bonne croissance. Je pense qu'au bout pendant un an, je ne me suis pas ennuyée. Moi, j'avais surtout peur de ça. La seule chose qui me faisait peur, c'est de me dire, voilà, j'ai ouvert le cabinet, je vais m'asseoir à mon bureau, je vais regarder mon téléphone et je vais me dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai eu cette chance-là, c'est que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Comme le réseau tout de suite s'est activé, j'avais déjà mes premiers dossiers, j'avais même pas encore Internet que j'avais mes premiers dossiers. Et puis après, le développement, le fait de faire des salons, d'aller dans les réseaux, etc., ça prend du temps aussi. Puis il fallait un petit peu communiquer sur la création du cabinet. Enfin, tout ça aussi, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Donc au final, cette première année, je ne me suis pas du tout ennuyée. J'ai bien développé. Et puis après, le cabinet a connu une croissance jusqu'à aujourd'hui importante. Et votre associé aussi faisait les salons avec vous? Enfin, vous faisiez toutes les deux? On était à deux. Tant mieux, ça aide en vrai. Et ça a beaucoup aidé. Ouais. Parce qu'y aller toute seule, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Ou j'y serais allée, mais je n'aurais pas osé parler aux gens. J'aurais arpenté les allées, et puis après, je serais repartie sans rien. On se défiait un petit peu. Elle me disait, toi, tu vas aller voir lui, moi, je vais aller voir elle. On se regardait, on se lançait des petits défis. Oui, c'est ce qu'il faut faire en vrai. C'est ce qui nous a permis un petit peu de dépasser la barrière de la peur et de ce premier contact qui est un peu difficile. Ensemble, on est plus fort, surtout sur des actions de développement comme ça. C'est important aussi de pouvoir se comparer, dire tiens, moi j'ai fait ça, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Enfin, pouvoir aussi un petit peu jauger de cette façon-là. Et vos clients, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus du coup de votre spécialité, qui sont vos clients aujourd'hui, sans les nommer bien sûr, mais nous parler un petit peu plus de ce droit immobilier qui vous anime? Alors, dans le droit immobilier, je fais plusieurs choses, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je fais de la copropriété, de la construction, des baux commerciaux et des baux d'habitation. Donc, ma clientèle est composée à 70% d'institutionnels. D'accord. Des institutionnels qui souhaitent qui ont des boutiques, des magasins dans Paris, dans la France entière, qui souhaitent que je négocie leurs baux commerciaux, dans le cadre des renouvellements avec leurs bailleurs, notamment. Je travaille également en copropriété avec les syndics. Je travaille également avec des administrateurs de biens, dans le cadre des baux d'habitation, quand je dois faire des expulsions. D'accord. Et des agences immobilières, puisque je fais également du contentieux de la vente. Donc, on a à peu près 70% d'institutionnels et 30% de particuliers. Et c'est vrai que j'ai des particuliers qui viennent me voir parfois et qui me disent « Mais pour vous, c'est un petit dossier, c'est pas important. Est-ce que vous acceptez de prendre mon dossier ?» Donc, je leur dis à partir du moment où vous avez un dossier où la problématique rentre dans mes compétences, il n'y a pas de petit dossier au cabinet. On prend les dossiers tels qu'ils sont. Et moi, le but, pourquoi j'ai fait ce métier, c'est d'aider les gens. La veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, exactement. Et donc, c'est vrai que du coup, voilà, il n'y a pas de petit dossier. Moi, je suis là, vous avez un problème, je suis là pour vous aider et je vais régler, en tout cas tenter de régler au mieux votre problème en immobilier, évidemment. Et toutes ces valeurs, tout ça, tout ce qu'on a parlé au niveau de votre cabinet, on a parlé aussi de à quel point c'était important d'être bien formé quand on était collaborateur. Est-ce qu'à votre sens, vous adoptez un peu une posture justement de mentor aussi avec
vos collaborateurs, pour parce que si vous leur mettez aussi en avant le fait qu'ils peuvent évoluer en tant qu'associés, je trouve ça très chouette parce que ça motive encore plus, je pense, à rester au sein d'un cabinet. Est-ce que vous avez un petit peu cet accompagnement-là que vous privilégiez avec... Oui, je le fais parce que... et d'ailleurs, lors des entretiens annuels, je leur demande... voilà, toujours si elles sont satisfaites, comment les points d'amélioration. Et c'est vrai que c'est que des filles. Ouais, il n'y a que des filles. Pour l'instant. Voilà. C'est pas fermé aux garçons. Non, pas du tout. Et c'est vrai que ce qu'elles m'ont toutes dit, c'est que elles restaient pour plein de choses, mais notamment parce qu'elles étaient bien formées. Parce que je suis, j'ai envie qu'elles évoluent, j'ai envie qu'elles progressent, j'ai envie qu'elles soient... elles sont très bonnes, mais j'ai envie qu'elles soient excellentes. C'est trop bien. Et c'est vrai que j'essaye de les tirer à chaque fois vers le haut. On discute des dossiers, de la stratégie. Et c'est vrai que voilà, c'est une des raisons pour lesquelles elles restent au cabinet. C'est parce que justement, je les forme. Et je pense qu'elles pensent aussi à leur avenir. Oui. En disant, mieux on est formé, comme moi j'ai fait quand j'étais jeune collaboratrice. Le mieux on est formé, le mieux on évoluera dans notre carrière. Complètement. Puis c'est un métier d'excellence de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que cette notion de mentor, je l'ai beaucoup entendue chez vos confrères et ceux que je trouve parfois qui sont très épanouis dans leur métier, qui travaillent bien, qui sont efficaces, etc. Souvent ils me disent qu'ils ont été très bien formés. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps aussi de la collaboration pour bien se former et ensuite, une fois qu'on a fait ses armes, aller vers... une association sur un cabinet ou monter le sien, mais c'est des notions importantes. On va changer un tout petit peu de sujet et partir sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui nous anime beaucoup chez Anomia en ce moment, notamment par le partenariat avec le FEF Dalloz, mais aussi parce que c'est un sujet qui a vraiment le vent en poupe dans les cabinets. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au sein d'Adonis Avocat ? Alors, pour le moment, non. D'accord. Et je me sens, je dois vous avouer, un peu vieille quand on parle d'intelligence artificielle. Parce que je vois que beaucoup de cabinets s'y mettent. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas encore abouti. Et donc, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Mais je pense qu'à terme, ça va être un véritable outil. Et notamment pour nos dossiers et pour le fait de gagner nos dossiers, je pense que ça sera vraiment un vrai outil important. Aujourd'hui, j'y trouve pas Aujourd'hui, je trouve que c'est pas encore hyper bien développé à ce niveau-là. Donc, on l'utilise pas encore. Mais je regarde, je me tiens informée, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qu'il y a. Et effectivement, ça sera un super outil. Je pense qu'il faut bien avoir conscience de ses besoins et de mettre en face l'outil qui soit pertinent, en fait, parce qu'il y a tellement de types d'IA. Moi, j'étais en formation hier et j'ai découvert une pluralité d'outils que je connaissais même pas, qui sont même encore en phase de développement, d'ailleurs, qui sont accessibles, mais je pense qu'ils vont encore évoluer, puisque chaque mois, chaque semaine, il y a toujours des nouvelles avancées. Mais c'est vrai que je pense que pour la profession d'avocat, à certains niveaux, ne serait-ce que pour la recherche juridique, etc., c'est un très bon outil. Faut-il encore qu'il soit appuyé sur une base de données fiable et pas... C'est ça. Et donc là, oui, et pas Google. Non, et pas Google. On aime beaucoup Google, hein, mais pas pour les recherches juridiques. Non. C'est ce que je dis toujours. Parce que nous aussi, on a des stagiaires aussi au cabinet, indépendamment des collaborateurs, et je leur dis pas de recherche Google. Ça paraît logique, mais certains disent Google, c'est bien en fait, parce que non, mais c'est faux. Oui, non, c'est pas fiable. Voilà, c'est pas du tout fiable. Non, je pense qu'il faut avoir un outil qui soit indexé sur justement une base de données fiable, mais moi, de ce que j'entends, c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup changer la profession. Vous utilisez même pas ChatGPT pour des posts LinkedIn, des choses comme ça? Voilà, là on est bien. Je être surprise. un peu pour le marketing et parfois sur certains posts LinkedIn. Alors, on s'aide sur ChatGPT, ça on le fait un petit peu. Il est utile en vrai. Mais oui. Sur ça, on peut pas... faut un petit peu le challenger. Moi, des fois, je lui dis, ça ressemble trop à un post LinkedIn écrit par toi. Est-ce que tu peux un petit peu le challenger? Parce que des fois, c'est vraiment... Mais ça se voit, moi, je trouve. Oui, c'est un peu obvious parfois. C'est lui qui est derrière des hashtags ou plein de petits emojis. Donc, je pense qu'il faut toujours un petit peu le refaire à sa façon pour que ce soit bien. C'est pour ça que c'est pas encore tout à fait abouti, je trouve. Il y a les versions payantes apparemment qui sont mieux. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'avec la version payante, je pense qu'on peut plus paramétrer. Peut-être mais bientôt. Mais bientôt. Non, mais je sais que ça va être important dans nos cabinets, donc
très bientôt, une fois que ça sera bien développé. Vous me direz. Oui. Pour terminer, peut-être un dernier conseil, un conseil que vous aimeriez donner aux jeunes avocats qui nous écoutent ou un conseil que vous auriez aimé avoir quand vous avez débuté votre carrière à nous partager. Moi, je réfléchis parce qu'il y a plusieurs conseils. Vous pouvez en donner plusieurs. La première chose, c'est un peu de ne pas écouter toujours son entourage. Parce que moi, si j'avais écouté mon entourage, j'aurais pas monté mon cabinet ou pas, pas dans ces conditions-là ou pas comme ça. Comme j'avais pas de clientèle, voilà, les gens se disaient mais bon, c'est un peu surprenant. Donc vraiment de foncer. Je pense que c'est ça, de pas avoir peur et de pas avoir peur de l'échec. Parce que moi, je pense aussi ce qui m'a donné ce courage-là de monter mon cabinet, c'est que j'avais pas peur de l'échec. J'ai toujours dit ce que je disais aux gens, c'est-à-dire quand on me disait mais t'as pas de clientèle, est-ce que tu vas développer, je dis mais on verra. Je vais me donner les moyens pour. J'y arrive, tant mieux. J'y arrive pas, c'est pas grave. Je reste avocate. J'ai toujours mon diplôme. J'exercerai. Mais voilà, j'exercerai en tant que collaboratrice dans d'autres cabinets. Ce n'est pas grave. J'aurais essayé, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Pour le coup, j'ai la chance que ça c'est fonctionné, mais voilà, j'étais partie un peu comme ça. Et puis surtout, pour les jeunes avocats aussi, de bien travailler son réseau. Ça, c'est très important. Moi, je ne l'avais pas du tout fait. Et c'est vrai que quand on monte un cabinet, si on n'a pas de réseau, c'est plus compliqué. Quand vous dites réseau, c'est confrères, c'est partenaires, tout. Prescripteurs, amis. Voilà. Et vraiment développer un peu ce réseau-là, de ne pas hésiter à donner sa carte. Moi, comme j'étais collaboratrice, même si j'avais quelques dossiers perso, je ne pensais pas forcément à développer mon réseau, à donner ma carte, à parler de... Faire des déj, etc. Et voilà, c'est ça. Non. Donc, et c'est vrai que, alors il y a des jeunes confrères qui ont cette intelligence-là, qui ont très bien compris tout de suite qu'il fallait développer le réseau très vite, très jeune. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais compris, alors même que j'ai toujours voulu monter mon cabinet, donc c'est un peu antinomique. On se dit mais oui, mais j'y avais pas pensé. Donc voilà, développer son réseau et foncer surtout. C'est vrai qu'un réseau, ça prend du temps à être monétisable. Nous, c'est ce qu'on dit souvent. Et puis, c'est un vrai travail en parallèle de votre activité, puisque ça prend du temps de réseauter, de faire des déj, d'envoyer des messages, de relancer. Enfin, c'est un vrai job à temps plein, en fait, finalement. Vous êtes aussi un peu des sortes de commerciaux, si on peut dire. Enfin, alors, moi, j'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai. C'est vrai que je l'aime pas non plus, mais il y a un petit peu de... Non, c'est pas du commercial, c'est vrai que c'est vraiment du réseautage. C'est du réseautage, c'est plutôt du réseautage. Oui. Après, il faut quand même être un peu commercial. Moi, c'est vrai, c'est pas quelque chose que j'aime développer parce que c'est pas mon cœur de métier. Moi, je suis bien quand je suis en train de plaider, quand je suis en expertise, quand je rédige mes conclusions, voilà, aller réseauter, etc. Moi, je sors de ma zone de confort à ce moment-là, mais je le fais parce qu'il faut le faire pour le cabinet. Non, mais c'est intéressant. Je ne savais pas, moi, tout ça avant de m'intéresser vraiment aux avocats et de rejoindre Anomia, mais c'est des choses qui sont très vraies pour le coup et qui sont valables pour tous vos confrères. Donc, écoutez, Aurore, merci beaucoup. Merci d'être venue sur ce podcast. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. Plein de bonnes choses pour Adonis Avocat. C'est très gentil. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci Maya. Merci.